tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Culture Mag. Aujourd'hui, la couture revient à la mode, mais sous une toute nouvelle forme, celle de l'art contemporain fait par des hommes. Nous reviendrons sur le travail d'un de ces artistes. Puis nous partirons direction Aden, au Yémen, à la découverte du tout premier cinéma de la péninsule arabe, le Hurricane. Enfin, en Israël, suite aux élections, des personnalités de gauche ont été prises à partie, notamment le très célèbre artiste et intellectuel Yonatan Geffen. Nous en discuterons avec Miri Maman. Et puis le Salon du Livre ferme ses portes ce lundi. La 35e édition de l'événement littéraire a mis le Brésil et la Pologne à l'honneur, mais a aussi accueilli des auteurs en colère. Ils ont manifesté pour attirer l'attention des visiteurs, notamment sur leurs droits d'auteur, leur réforme sociale, la baisse de leurs revenus, ainsi que la menace du piratage sur Internet. Les grandes maisons d'édition ont également déclaré forfait pour cette édition, pour des raisons diverses, mais le prix des stands pourrait en être l'explication. Le Salon du Livre reste toutefois un événement central, offrant une belle vitrine dans la capitale et la perspective de rencontrer de nombreux lecteurs, peut-être d'ailleurs prochainement sous la nef du Grand Palais de Paris. Allez, direction Los Angeles. Luke Haines est un artiste, il y est basé et pour lui, la matière première est des plus originales. Pour un homme en tout cas, il pratique le patchwork sur des édredons. Il y brode des portraits d'amis, des icônes de cinéma ou des objets de tous les jours, transformant la forme traditionnelle et chaleureuse en objet d'art contemporain. Vous êtes donc, Luc, avec nous en direct de Los Angeles grâce à Skype. Pourquoi le patchwork, la broderie, on pourrait peut-être dire, d'où est venue l'idée ? Pour moi, c'est comme un moyen amusant de combiner toutes mes compétences, l'art et l'architecture. C'est une sorte de lien entre l'école d'art et l'école d'architecture. Vous avez été l'un des 8 artistes de l'exposition Man-Made, le patchwork contemporain masculin. C'est un art qu'on peut définir d'artisanal. Est-ce qu'il y a une renaissance dans le secteur? Est-ce que ça revient à la mode? C'est plus actuel que jamais? En ce moment, on peut voir un retour au fait maison, et ce, dans le monde entier. Les gens cherchent à faire eux-mêmes toutes sortes de choses parce que le fait main donne un rendu esthétique bien plus intéressant. Les produits qui sortent de production en masse sont parfaits, tous identiques. Les objets imparfaits ont désormais plus de valeur. Quand on voit quelque chose de fait main, on voit que cet objet est particulier, unique. Donc on voit de plus en plus de personnes s'intéresser à l'artisanat, qu'il s'agisse de couture, de cuisine ou peu importe quel autre domaine. Qu'est-ce que pense le monde de l'art de tout ça ? Au début, on a des réactions plutôt mitigées, du genre « ce n'est pas de la peinture à l'huile, ce n'est pas de la sculpture sur marbre, qu'est-ce que vous essayez de faire ?» Mais depuis environ 5 ans, je n'ai plus ce genre de conversation quand je démarche une galerie d'art ou une salle d'exposition. Mes interlocuteurs réagissent beaucoup mieux à cet art différent et au changement de matière première. C'est un artisanat qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. On l'associe généralement d'ailleurs à nos grands-mères, aux femmes en général. Et là, soudainement, les hommes s'y mettent et ça fait le buzz artistique. Comment ça se fait ? Effectivement, c'est un discours qu'on entend souvent, mais je pense que c'est une question de culture. Les femmes nous disent souvent « on fait ça depuis plus de 30 ans et ça n'a pas attiré l'attention des médias ». Alors évidemment, les médias sont attirés par les choses singulières. Ils cherchent le bon sujet à couvrir. Mais je pense que la différence majeure est que tous ceux qui exposent pour le Man-Made Show, ici à Los Angeles, sont des personnes qui ont créé ces pièces dans le but de faire de l'art. C'est différent de tous ceux qui créent ce genre de pièces pour leur côté fonctionnel ou pour approfondir leur connaissance et leur maîtrise de cet artisanat. Je pense que les hommes le font plus pour l'art parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont appris de leur mère ou leur grand-mère. C'est là que se trouve le malentendu. Ils le font pour l'art, mais je n'insinue pas pour autant qu'ils sont meilleurs dans le domaine. On va parler un peu de vos œuvres. Comment est-ce que vous choisissez les sujets que vous allez finalement mettre sur ces édredons? Comment vous traitez l'image? Par exemple,
J'ai fait une série où j'ai reproduit des peintures célèbres américaines en utilisant mes amis comme modèle. Ce sont plutôt des adaptations de ces peintures, pas vraiment des reproductions. En mettant des personnages sur un dessus de lit, on raconte un peu leur vie, ce qu'ils sont, parce que le fond du dessus de lit est souvent fait de leurs vêtements. Si vous passez des centaines d'heures à reproduire quelqu'un en tissu en taille réelle, ou même en plus grand parfois, le public se met forcément à penser à l'intention derrière ce projet. Dernière question, bien sûr. Quelle réaction est-ce que vous obtenez par rapport à votre travail ? Ce sont des réactions surtout positives. Ils viennent me voir et me disent qu'ils n'ont jamais pensé au dessus de lit de cette façon, qu'ils n'ont jamais pensé à ça en tant que moyen d'expression, qu'ils n'ont jamais pensé à transformer un objet fonctionnel du quotidien en art. Ce sont des commentaires très positifs, ça me fait me sentir de plus en plus comme un créateur et c'est ce qui m'intéresse. Merci Luc de nous avoir rejoints aujourd'hui depuis Los Angeles. Je vous le rassure, vous êtes bien évidemment un créateur. Of course, thank you. On passe à la suite. Une exposition suscite la controverse au musée d'art contemporain de Barcelone. Dans l'une des œuvres d'Inès Doujac, La Bête et le Souverain, on peut reconnaître l'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos, qui se présente à quatre pattes sur un tapis de casque nazi, dans une position sexuelle plutôt explicite. Et cela n'a pas plu du tout à Bartomeu Marí, directeur du MACBA, qui a demandé l'annulation de l'exposition la présentant. Ce dernier est néanmoins revenu sur sa décision à la suite d'un débat animé en Espagne qui a vu des avis s'entremêler depuis de nombreux et divers secteurs de la société. Il a déclaré qu'il n'avait pas vu son geste comme une censure et a présenté ses sincères excuses. Il a même offert sa démission au musée. L'exposition a quant à elle été ouverte samedi au public dans son intégralité. Et puis c'est à Aden, dans les années 50, que fut construit le tout premier cinéma de la péninsule arabe, le Hurricane. La ville d'Aden était alors synonyme de culture et d'ouverture aux arts, une exception dans un Yémen profondément conservateur. Elle est aujourd'hui plongée dans la tourmente, menacée à l'heure qu'il est par les rebelles chiites. Mais le cinéma légendaire des années 50 reste ouvert envers et contre tout, avec l'imagination et le rêve comme rempart contre l'obscurantisme et la violence. Daniel Campos avec Sandy Fortis. Bienvenue au cinéma Hurricane d'Aden, un lieu unique au Yémen. Il n'offre qu'une séance par jour, mais ce cinéma, construit pendant l'ère coloniale britannique, est un symbole pour la ville. Le communisme, la guerre civile, la censure et Al-Qaïda, cette salle de projection a survécu malgré tous ces obstacles. Le public a arrêté de venir au cinéma à cause de la guerre de 1994, qui a été suivie d'une fatwa bannissant le cinéma. Beaucoup de familles ont cessé de voir des films en salle parce qu'ils avaient peur, même si Aden était une plaque tournante pour le cinéma et le théâtre. Fini l'époque où se rendre au cinéma était un événement important, une occasion pour laquelle hommes et femmes s'habillaient chic comme pour se rendre à une soirée. Aujourd'hui, le cinéma, autrefois rempli, n'a plus que 10 à 15 clients par jour, payant moins d'1 € pour visionner un DVD sur rétroprojecteur. La télévision a donné un coup fatal au cinéma. Maintenant que tous les foyers ont une télé, les salles de cinéma sont mortes. L'argent du box-office n'est donc pas ce qui tient le cinéma Hurricane en vie. La salle continue de tourner grâce à ses clients loyaux qui persistent et viennent tous les jours, sauf le samedi, jour de fermeture. Même si j'ai la télé, j'aime aller au cinéma. J'ai l'occasion d'y rencontrer des gens et de passer du temps. Les menaces contre les propriétaires par des extrémistes ainsi que par des spéculateurs qui souhaitent acquérir leur terrain sont constantes. Mais si ces derniers arrivent à leur fin, ce serait une tragédie pour les clients réguliers. Les vieilles bobines de films sont désormais en train de dépérir dans un coin de la cave, remplacées par des vidéos et un projecteur numérique. Mais le public de l'Hurricane reste le même. Tout ce qui compte pour eux, c'est que le cinéma est encore là et qu'il le reste. À suivre, on parlera de ces personnalités israéliennes de gauche qui ont été prises à partie pour leur position politique. Mais avant ça, on regarde tout de suite notre highlight, l'expo à ne pas manquer, sélectionné par la rédaction du Culture Mag.
Alexander McQueen, l'un des plus emblématiques créateurs du début de ce siècle, se donne la mort en 2010. Aujourd'hui, c'est l'un des plus prestigieux musées de la capitale britannique qui lui rend hommage. Savage Beauty, une rétrospective présentée au Victoria and Albert Museum après le triomphe rencontré au Metropolitan Museum de New York. Une scénographie exceptionnelle qui permet de retracer la carrière impressionnante de ce surdoué de la mode. Depuis sa collection de fin d'études en 1992 et jusqu'à celle inachevée de 2010. Avec son sens d'un romantisme nouveau et ses coupes révolutionnaires, retrouvez l'icône de la mode londonienne de retour dans sa ville natale. Charlotte Gainsbourg, une Savage Beauty, elle aussi, sera au casting du deuxième volet d'Independence Day. L'actrice française tournera donc sous la direction de Roland Emmerich et aux côtés de Liam Hemsworth, Jesse Usher et Jeff Goldblum. Et Independence Day 2 s'apprête donc à voir le jour presque 20 ans après le premier film avec Will Smith. L'acteur à l'affiche de Diversion ne sera pas au casting de cette suite en salle le 24 juin 2016. Et Myri Maman nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Myri, vous allez nous parler de ces deux artistes israéliens qui ont été pris à partie pour leur position politique après l'élection de Benjamin Netanyahou. Le compositeur Jonathan Geffen a été agressé chez lui ce week-end. Oui, alors Jonathan Geffen est connu pour ses positions résolument à gauche et anti-gouvernement de droite, donc anti-gouvernement de Netanyahou. Après la réélection du Premier ministre, eh bien, il a posté un statut sur Facebook. Écoutez. Le peuple a une fois de plus choisi un gouvernement basé sur l'intimidation. Ils ont choisi un raciste qui a dit aux médias que les Arabes se ruaient vers les urnes comme des souris. Qu'auriez-vous dit si en Allemagne des gens avaient affirmé que les Juifs se ruaient vers les urnes comme des souris ? Ouais, donc c'est pas la première fois qu'il se dresse, Jonathan Geffen, ce compositeur très connu en Israël, qui se dresse contre des décisions du gouvernement. Il est le premier, c'est un cheval de bataille pour lui, de lutter contre ce qu'il appelle, lui, il l'a dit, un gouvernement raciste, en tout cas un Premier ministre raciste. Il y a 2 ans déjà, il était monté au créneau, regardez. Nous nous trouvons dans un État qui est contrôlé par un régime de la peur. Tous les matins, Bibi nous fait peur, après il vient nous sauver, et après il se fait élire. Voilà tout le système. Moi, je n'ai pas peur. Et alors c'est ce genre de, ces déclarations-là qui lui ont valu d'être agressé. Oui, alors vendredi, Jonathan Geffen est chez lui, dans sa maison, dans le centre du pays. On frappe à la porte, il arrive, il ouvre la porte et un homme se jette sur lui, lui envoie un coup de poing, en tout cas c'est ce que les témoins affirment, et le traite de traître à la nation, d'assassin et de gauchiste, puisqu'il est considéré comme évidemment être très à gauche. D'après ses proches, il a été très très choqué, donc physiquement il n'a pas eu grand-chose, mais en tout cas il a été très choqué et la police prend très au sérieux cette agression. Et alors 2 jours plus tard, c'est la chanteuse Noah qui elle est prise à partie dès son atterrissage à Tel Aviv. Oui, elle était en tournée en Italie, elle est rentrée hier, 2 jours après cette agression, et sur son compte Facebook, elle a posté après cette agression, elle poste un message très clair où elle dénonce l'agression de Jonathan Geffen, et elle donne tout son soutien au compositeur. Voilà, on le voit à l'écran, un très très long texte où elle appelle d'autres artistes à monter au créneau contre le gouvernement Netanyahou, et ce message lui a valu d'être accueilli à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv à sa descente d'avion par des cris où on la traite d'ennemi d'Israël. On s'occupera de toi comme de Geffen. En tout cas, c'est ce qu'elle déclare. Elle a tout de suite réagi sur Facebook, évidemment, et à nouveau, elle écrit « Je suis rentrée d'Italie et j'ai reçu un bel accueil à l'aéroport ». Elle est très ironique, elle a pas mal d'humour. Elle explique qu'on lui a promis le même sort donc à Jonathan Geffen, et elle ajoute « Sympa, non, bienvenue au cauchemar dans lequel nous nous réveillons ». C'est ce qu'on peut lire sur son Facebook. Plus tard, elle a remercié ceux qui demandaient de ses nouvelles. Elle dit « Moi, je vais bien », toujours sur Facebook. Le pays va, lui, plutôt mal. Mais Noah, elle a des positions très dures quant au gouvernement de Netanyahou. Oui, elle aussi, elle n'est pas la dernière à critiquer et à être engagée contre la droite israélienne, contre les implantations, la construction au-delà des lignes vertes de 67. Elle a même refusé de participer à une soirée où un habitant des implantations devait être primé. Elle a refusé d'y participer. Et comme elle est mondialement connue, elle, contrairement à Jonathan Geffen, Noah est très très reconnue à l'extérieur. Elle porte cette voix-là et cette position très à gauche à l'extérieur du pays. C'est ça qui ne plaît pas à ces extrémistes qui ont apparemment décidé de passer à l'acte après les paroles.
des actes à bien évidemment condamner de notre part aussi. Peu importe les positions qu'on est d'ailleurs. Exactement. Merci beaucoup Myri Maman. Voilà, c'est la fin du Culture Mag. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez bien évidemment retrouver nos programmes dans leur intégralité en replay sur notre site internet i24news.tv. L'info continue, mais d'ici là, bon retour sur la planète Terre.